On va s'intéresser aujourd'hui à une transformation absolument incroyable, celle de la France en moins d'un siècle. Comment un royaume qui était littéralement au bord du gouffre a-t-il pu devenir l'une des plus grandes puissances d'Europe? C'est une histoire assez folle, pleine de désespoir, de foi, d'intrigue et au final, d'une ambition dévorante. Pour bien saisir le virage à 180 degrés, il suffit de regarder ces deux portraits. D'un côté, la France de 1422, un pays en ruine, occupé en grande partie par les Anglais, avec un roi sans couronne, sans argent, sans rien. Et de l'autre, moins de 100 ans plus tard, une nation unifiée, riche et qui regarde déjà au-delà de ses frontières. Alors la question est simple, comment est-ce qu'on a pu passer de ça à ça ? Pour comprendre cette renaissance, il faut d'abord se rendre compte de la profondeur du trou dans lequel le royaume était tombé. En 1422, la situation est juste catastrophique. Et tout ça s'est incarné par un seul homme, le roi Charles VII, que ses ennemis appellent avec mépris le « petit roi de Bourges ». La misère de l'époque, c'est difficile à imaginer, même pour un roi. On raconte que Charles VII était si fauché que son cordonnier ne voulait lui livrer qu'une seule chaussure à la fois, de peur de ne jamais être payé pour la paire. La reine, elle, devait compter sur la charité pour avoir du tissu pour ses vêtements. Mais le pire, ce n'était même pas l'argent, c'était le doute. Un doute terrible sur sa propre légitimité, un doute que sa propre mère entretenait. Et militairement, c'était un désastre total, avec des défaites humiliantes comme la fameuse bataille des harengs. Bref, la France était à genoux. Et c'est là, quand tout semble vraiment perdu, que le changement arrive. Et il ne vient pas d'où on l'attendait, pas d'un grand noble, pas d'un général expérimenté, non. Il vient d'une adolescente, une jeune paysanne qui dit entendre des voix divines. En un temps record, mais vraiment en quelques mois à peine, tout bascule. Jeanne d'Arc réussit l'impensable, elle redonne confiance à ce roi brisé, elle galvanise une armée démoralisée pour libérer Orléans et elle lui ouvre la route de Reims pour qu'il soit enfin sacré roi de France. En quelques mois, elle inverse le cours d'une guerre qui durait depuis près de 100 ans. C'est une ascension fulgurante. Mais son destin, lui, sera tragique. Abandonnée par ce même roi qu'elle a fait couronner, Jeanne est capturée, vendue aux Anglais et jugée pour hérésie. Le 30 mai 1431, sur une place de Rouen, elle est brûlée vive. Son dernier cri, « Jésus !» va résonner bien au-delà du bûcher. Son martyre va en fait réveiller un sentiment national, une rage contre l'occupant. L'étincelle qu'elle a allumée, elle, ne va plus s'éteindre. Après le sacrifice de Jeanne, le travail de reconstruction commence. C'est un travail patient, méthodique, qui va trouver son maître d'œuvre en la personne du fils de Charles VII, un personnage fascinant de complexité, de ruse et d'intelligence, Louis XI. Ah, Louis XI. C'est sans doute l'un des rois les plus mal compris de notre histoire. Ses ennemis ont écrit une légende noire qui le dépeint comme un monstre, un tyran sadique qui s'amusait à enfermer les gens dans des cages. La réalité, en fait, est beaucoup plus intéressante. C'était un roi incroyablement moderne, un pragmatique qui détestait la guerre parce qu'elle coûtait trop cher et préférait de loin la diplomatie et la ruse. Son surnom, l'universel araigne, eh bien, il lui va comme un gant. L'image est parfaite. Il n'attaquait jamais de front. Il tissait patiemment sa toile, en utilisant l'argent, les espions, les promesses, et il attendait tranquillement que ses adversaires, un par un, viennent s'y empêtrer pour les neutraliser. Et le chef-d'œuvre de cette araignée, ça a été la chute de son plus grand rival, son propre cousin, Charles le Téméraire, le duc de Bourgogne. Après une série de défaites, on a retrouvé le corps du Téméraire abandonné dans la neige, gelé et à moitié dévoré par les loups. Sa mort a mis fin à la plus grande menace qui pesait sur l'unité même du royaume de France. Mais son travail va bien au-delà de ses victoires politiques. Louis XI a posé les fondations de l'État moderne français. Il a centralisé le pouvoir, il a boosté l'économie en créant des routes, des foires, en supprimant les péages qui paralysaient le commerce. Il a même créé un service de poste rapide et a fait venir l'imprimerie à Paris. En gros, il a fait basculer la France du Moyen-Âge vers une nouvelle ère. Et voilà, le royaume est enfin unifié, il est stable, il est prospère. Du coup, l'énergie de la France change complètement de direction. Les rois qui suivent Louis XI n'ont plus à se battre pour survivre. Maintenant, ils veulent conquérir. Tout ce que Louis XI a construit a en fait servi de tremplin. Son fils, Charles VIII, puis son cousin, Louis XII, vont pouvoir utiliser la nouvelle puissance du royaume pour se lancer dans de grandes aventures militaires. Et leur nouvelle obsession, c'est l'Italie. C'est là que tout se joue désormais. Ce chiffre, il dit tout. 750 000 écus d'or. C'est la somme énorme que Charles VIII paye au roi d'Angleterre juste pour qu'il le laisse tranquille pendant qu'il prépare son invasion de l'Italie. Il faut bien y penser. Le royaume, qui quelques décennies plus tôt ne pouvait même pas payer les chaussures de son roi, peut maintenant s'acheter la neutralité de ses anciens vainqueurs. C'est la preuve la plus éclatante de la nouvelle puissance de la France. Et donc, en moins d'un siècle, le parcours est tout simplement stupéfiant.
Le royaume en miettes du petit roi de Bourges est devenu un État centralisé, riche et puissant. La France n'est plus une victime sur l'échiquier européen, elle est devenue l'un des joueurs principaux et elle est bien décidée à imposer sa volonté. Et tout cela nous laisse avec une dernière réflexion. Ce passage de la survie à la conquête, c'est un tournant majeur. Toute cette énergie qui était consacrée à la reconstruction interne est maintenant projetée au-delà des frontières. C'est le début d'un tout nouveau chapitre pour la France, un chapitre qui va lui apporter de la gloire, bien sûr, mais aussi son lot de nouveaux défis et de nouvelles guerres sur la scène mondiale.